Bon, merci Charlotte pour ce super topo très dynamique. Olivier, donc professeur Olivier Rouvière, je pense que vous le connaissez tous. Donc peut-être un peu plus pour l'IRM de prostate que pour les varicocèles. Mais ceci dit, Olivier va nous parler du traitement des varicocèles et de l'embolisation d'eau vasculaire. Merci Olivier. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver en compagnie urologique pour moi, même si c'est un petit challenge et un peu difficile de passer après Charlotte. Mais bon, pour une fois, on ne parle pas de prostate, donc c'est quand même plus agréable. On va essayer de voir assez rapidement l'embolisation de varicocèle dont vous connaissez quand même le principe. Donc le principe, c'est d'aller cathétériser la veine spermatique interne de manière rétrograde par rapport au sens normal du flux, c'est-à-dire de haut en bas, et d'aller la boucher. C'est une vieille technique, ça ne date pas d'aujourd'hui, introduite en 1978. L'abord est généralement Seldinger veineux fémoral, ce qui permet d'aller cathétériser ensuite la veine spermatique. On peut aussi faire des abords qui viennent d'en haut, par voie jugulaire, notamment pour le côté droit, où on a un angle plus favorable pour pénétrer dans la veine. Le premier temps de cette embolisation, c'est un temps diagnostique qui essaie de faire une cartographie des veines spermatiques, qui ne sont pas toujours uniques, comme vous le savez, et d'identifier les différentes voies et donc où pourrait se faire l'embolisation de la manière la plus astucieuse possible. Et ensuite, on essaye d'exclure toutes les voies qui pourraient alimenter la varicocèle. Bon, ça, c'est les différentes variantes qu'il peut y avoir que vous connaissez. Alors, les agents embolisants, il y en a plein. Il y a des agents qui sont solides. L'avantage, c'est qu'ils ont un faible taux de complications, mais qu'il y a plus de risques de reperfusion parce que là où est le bloc solide physique, ça peut être shunté et réinjecté en aval. Parmi ces agents solides, vous avez les coils, qui sont de loin les plus utilisés. On peut aussi avoir des plugs, qui sont des dispositifs beaucoup plus volumineux que les labos-ventres, parce que ça peut remplacer plusieurs coils, mais c'est beaucoup plus difficile à monter, et au final, je trouve que c'est un coût plus élevé. Et puis il y a des embolisations liquides. Alors là, l'idée, c'est de se dire que ça va diffuser plus, et donc ça va boucher plus de petites ramifications qui pourraient être des voies de reperfusion de la varicocèle. Mais l'inconvénient, c'est que ça va diffuser plus, et donc ça peut aussi favoriser plus de complications à type d'orchite ischémique veineuse. Dans ces agents liquides, vous avez des sclérosants dont le but est d'induire une réaction inflammatoire de l'endothélium. C'est en gros ce qu'on utilise pour les varices des membres inférieurs. Et puis, vous avez des cols biologiques qu'on utilise pour les embolisations plus lourdes, notamment artérielles, qui sont d'une très grande efficacité. C'est leur avantage et c'est aussi leur inconvénient parce qu'il y a plus de complications et qu'il faut, quand on se lance dans le maniement de ces produits, un opérateur très entraîné. Il n'y a pas de consensus sur l'agent à utiliser dans la communauté radiologique. Le plus fréquent dans les publications, c'est des coils et puis un agent sclérosant en technique dite de sandwich classiquement, c'est-à-dire un coil, un peu d'agent sclérosant, d'hydroxysclérol, et puis un autre coil. Il n'y a pas de consensus non plus sur la stratégie d'embolisation. Est-ce qu'elle doit être plutôt distale? Est-ce qu'elle doit être plutôt proximale? Est-ce qu'il faut coiler toute la veine sur toute sa longueur? Nous, notre protocole, depuis longtemps, c'est d'utiliser des coils et des agents sclérosants et d'adopter résolument, en connaissant parfaitement les limites, une attitude proximale, c'est-à-dire de boucher la veine spermatique interne, en gros à hauteur de la sacro-iliaque, et ne pas descendre trop bas, puisque c'est là, après, qu'on a des complications. Donc c'est une technique résolument peu invasive, avec peu de complications, mais on verra des risques de récidive. Alors voilà, en gros, ça commence par une phlébographie rénale que vous voyez ici. On voit, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, mais ici, on voit l'ostium de la veine spermatique. On rentre dedans, on voit qu'il y a le reflux. On rentre encore un peu plus, on fait une cartographie, et ensuite, on va boucher la veine, donc vous voyez, relativement haut. On arrose ensuite d'hydroxysclérol, ce qui peut traiter aussi les toutes petites vénules que vous pouvez voir ici et qui sont susceptibles de réinjecter un peu plus bas la varicocèle. Et voilà le résultat final. Un autre cas où cette fois-ci vous avez deux veines spermatiques qui se rejoignent, on a l'impression ici, on prend la plus grosse, on va en aval pour vérifier qu'elles se rejoignent bien et ensuite on va faire une embolisation en aval de la réunion des deux veines de façon à les bloquer toutes les deux.
Ici, un cas, ça commence bien. Vous voyez que là, ça commence à partir un peu en sucette avec des veines qui sont beaucoup plus tortueuses et difficiles. Et c'est des veines qui sont difficiles à cathétériser. Donc là, on a fait une embolisation qui est proximale. Et puis un autre cas où là, ces veines sont plus faciles à naviguer. Et donc, on peut aussi faire une double embolisation dans chacune d'entre elles. Bon, vous avez compris le système. Ici, juste un cas où il y avait en fait soit une valvule très très continente, soit pas de veine du tout, mais la varicocèle s'est développée parce qu'il y a une collatérale qui a réinjecté en aval. Alors ça, c'est plus compliqué, mais de temps en temps, on y arrive. Et avec là, on a réussi à passer par la voie de détour pour se retrouver dans la voie principale. Ici, on a une veine dont on a l'impression qu'elle rejoint la principale, donc on va aller vérifier ça en descendant en aval. On voit qu'effectivement la veine rejoint la principale. Vous voyez qu'au passage, ça communique ici avec la veine cave. C'est toutes les communications dont parlait Charlotte tout à l'heure. Et puis, on a choisi d'aller boucher cette veine principale ici. Et puis, vous avez deux petites veines qui naissaient ici qu'on a bouchées juste avec de l'étoxysclérol et pas de colle. Bon, je passe sur tout ça. La surveillance post-opératoire, c'est un geste qui est très léger. Donc, c'est prise en charge ambulatoire, un pansement compressif pendant quelques heures. Et éventuellement un traitement anti-inflammatoire s'il y a une réaction inflammatoire scrotale. Alors les avantages théoriques, c'est que c'est très peu invasif, c'est sous anesthésie locale, il n'y a pas de risque pour l'artère testiculaire. On fait une phlébographie rénale initiale, donc on essaye d'avoir la cartographie la plus précise pour s'adapter à l'anatomie réelle. Et puis ça peut permettre d'éliminer les rares cas où il y a une pince aorto-mésentérique avec une veine spermatique qui là est vicariante, où ce n'est pas une bonne idée du tout à ce moment-là d'aller la boucher. Les inconvénients et les limites intrinsèques, c'est que c'est une technique proximale. Voilà. Donc il y a un risque de réinjection de la veine spermatique interne distale par le réseau collatéral. Et il y a aussi, comme toujours, des échecs techniques qui peuvent être liés à la navigation endovasculaire et aux difficultés d'accès du bon site d'embolisation. Alors les résultats, on va les voir rapidement. Alors les succès techniques, c'est-à-dire définis comme on a à boucher là où on voulait boucher, ce qu'on voulait boucher. Il y a une méta-analyse sortie il y a déjà un petit moment qui faisait état de 13% d'échecs techniques. Ça me paraît un peu élevé. C'était des vieilles séries qui remontaient jusqu'aux années 80. Une un peu plus récente qui fait état de 8% d'échecs techniques. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette méta-analyse-là, et je pense que c'est assez vrai, en tout cas ça reflète notre expérience à nous, c'est que ça dépend du côté. À gauche, il y a très peu d'échecs techniques parce que la navigation est facile. À droite, elle est plus difficile et donc il y a plus d'échecs techniques. Et puis ça dépend aussi de l'indication, comme disait Damien, si de temps en temps on a des patients qui ont fait des varicocèles subcliniques qui ne sont pas des bonnes indications, si vous lancez dans l'embolisation là-dedans, forcément ça sera des toutes petites veines et ça sera beaucoup plus d'échecs techniques. Voilà un échec technique. Vous voyez, quand on tombe dans la veine spermatique, il y a une valvule qui est infranchissable, puis c'est un peu débile d'aller franchir la valvule pour la boucher en aval. Et en fait, on voit ce qui se passe, c'est que ça réinjecte ici, ça réinjecte par des voies très compliquées, plus en aval, et on n'est jamais passé, donc échec technique. Là, un autre cas aussi. Les récidives. Alors, les récidives, donc, c'est la réinjection de la veine spermatique. La cause, c'est la réinjection de la veine spermatique interne distale par le réseau collatéral. Alors, le taux est très variable dans la littérature, ça va de 0 à 24%. Il y a une méta-analyse assez récente fait état de 10%. Et ça dépend de l'agent embolisant. Et ça aussi, je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que si on utilise de la colle, il y en a beaucoup moins parce que ça diffuse. On verra par contre, il y a plus de complications. Si on utilise des coils et un agent sclérosant, on est autour de 8%. Des coils seuls, 9%. Un agent sclérosant seul, 11%. La comparaison à la chirurgie, on va aller vite, ça a déjà été dit. Il y a une revue de 37 études qui montrent que si on a une voie haute rétropéritonéale, on est autour de 15% dans les séries rapportées. Si on a une approche microchirurgicale, 1%. Donc il y a beaucoup moins de récidives et c'est logique, on va boucher les choses beaucoup plus loin, beaucoup plus distalement, donc il y a moins de possibilités de réinjection. L'embolisation, c'est une technique proximale et donc on était dans cette étude-là à 13% à peu près. Mais donc il y a moins de récidives, je pense que c'est acquis dans la littérature avec une technique microchirurgicale. Il y a quand même deux mais.
deux études qui ont jeté un peu le doute là-dessus. D'abord, l'étude de la Cochrane, dont parlait Charlotte, qui disent que quand on regarde les récidives, il n'y a pas de différence. Ils ne sont pas sûrs qu'il y ait une différence entre les techniques radiologiques et chirurgicales. Alors quand la Cochrane dit ça, ben, on écoute. Mais après, on va voir les tableaux et on va voir ce qui a été vraiment pris en compte. 3 études seulement. Il y en a une, c'est une ligature haute, donc ce n'est pas de la microchirurgie. Il y en a une autre, c'est du mixte et on ne sait pas dans quelle proportion. Et puis l'autre, c'est même pas de l'embolisation au sens où on l'entend nous, c'est une sclérothérapie intégrale. Donc en fait, ils ont pris des études où il y avait des comparaisons directes, mais la littérature se rétrécit tellement qu'on ne peut pas conclure. Et puis il y a une autre étude qui est parue en 2022 qui dit aussi que, alors il n'y a pas de différence du taux de récidive entre l'embolisation et les techniques chirurgicales proximales, ça c'est assez normal, mais aussi avec la ligature subinguinale, mais quand on va dans le détail, c'est une seule étude et c'est encore une sclérothérapie intégrale. Donc il n'y a pas de comparaison en fait sur les récidives vraiment directes entre l'embolisation et la microchirurgie distale, mais la logique c'est qu'il y ait moins de récidives avec la chirurgie. L'effet sur la fertilité, je passe vite, on en a parlé, une bonne amélioration du taux de spermogramme, un effet en tout cas dans la Cochrane un peu plus contesté sur le taux de grossesse, mais une littérature très hétérogène. L'étude comparative chez les patients, donc dans la Cochrane, pas certain qu'il y ait une différence entre la chirurgie et l'embolisation, mais avec toujours les mêmes critiques. Je passe rapidement, où on utilise des techniques chirurgicales un peu toutes mélangées et avec des études qui ont beaucoup de biais, et voilà. Donc c'est difficile de conclure. L'effet sur la douleur, peu de données, mais globalement l'embolisation ça marche. Vous voyez dans cette étude, 87% de patients asymptomatiques à 39 mois après l'embolisation. Une concordance moyenne avec le Doppler, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a aussi un petit effet placebo sur des douleurs qui en fait n'étaient pas du tout liées à la varicocèle. Par contre, plus ils avaient mal au début, plus ça a marché à la fin. Voilà, donc c'est un traitement, je pense, sur la douleur qui est efficace si la douleur est bien liée à la varicocèle et donc si les indications sont bien posées. Enfin, est-ce que l'embolisation peut traiter les récidives? Alors là, certainement oui, justement parce que là, pour le coup, on arrive d'en haut et qu'on fait bien la cartographie de ce qui se passe et de ce qui reste. Et donc là, il y a quelques études aussi qui me rapportent de très bons résultats sur le traitement de récidives, qu'elles soient après une première embolisation ou après une chirurgie. Alors voilà un cas d'un jeune adulte qui avait déjà eu une embolisation, une chirurgie, et qui avait une varicocèle vraiment importante et qui le gênait dans la vie de tous les jours. Donc on y est retourné, on tombe là-dessus, on ne comprend rien. J'avais bouché ça sans trop y croire. Et puis on allait presque s'en aller quand j'ai vu ça. Là. Et donc on est revenu en arrière, on est allé re-regarder dans la veine rénale. Et vous aviez en fait une collatérale qui venait du cercle veineux périrénal et qui allait réalimenter la veine spermatique en aval. Donc celle-là, on l'a cathétérisée, on l'a bouchée et le lendemain, plus de varicocèle. Les complications, elles sont quand même peu fréquentes avec l'embolisation. C'est quand même un peu sa force d'être une technique peu invasive et peu morbide. Moins de 2%, surtout avec l'utilisation de colle. Donc la thrombose des plexus pampiniformes, un taux inférieur à 2%, surtout des agents liquides, hein, et généralement ça régresse sous traitement anti-inflammatoire. La perforation de la veine spermatique, ça arrive assez souvent, c'est jamais grave, ça passe. Donc c'est pas vraiment une complication de mon point de vue. La migration de coil, c'est dans mon expérience exceptionnelle. En 30 ans, je l'ai vu une fois et on est allé le chercher. Et puis il y a les complications non spécifiques du Seldinger ou de l'injection de produits de contraste. Et puis aussi éventuellement des douleurs post-embolisation qui peuvent persister, et je trouve notamment si on utilise de la colle. Enfin, il y a une chose dont on parle peu, c'est l'irradiation. C'est pas énorme, mais c'est quand même une irradiation, d'autant que c'est une population jeune. Donc nous, on est très sensible à ça, on y fait très attention et on dégrade volontairement les images. Vous avez peut-être remarqué que mes images, elles ne sont pas très jolies. C'est parce qu'on n'utilise quasiment pas de graphie, que de la scopie, et on enregistre de la scopie de façon à irradier le moins possible. Et il reste quand même le problème des enfants, mais je crois que quand même c'est clair que le traitement en général des varicocèles chez l'enfant, c'est très contestable. Et en tout cas, je résiste aux parents de les traiter par embolisation.
Voilà, en conclusion, c'est une technique peu invasive avec un bon profil de sécurité. Globalement, quand même, ça marche. Les résultats sont peu différents de la chirurgie haute, mais je pense que c'est logique de penser qu'il y a plus de récidives que la microchirurgie. Et puis, voilà, il faut quand même garder le problème de l'irradiation chez les patients très jeunes. Je vous remercie.